Bienvenue à tous. Donc je vous représente rapidement. Madame la députée Gifka Park, vous êtes députée LREM dans la 9e circonscription du Val d'Oise et vous avez été notamment l'une des 5 rapporteurs de la loi d'orientation sur les mobilités. Elsa Granger, vous êtes DG d'Ashoka, une association qui propose un soutien aux entrepreneurs pour augmenter leur impact sur la société. On va y revenir. Paul Lecroard, vous êtes un urbaniste spécialiste de l'apaisement des villes à l'Institut Paris Région. Et Nathanaël Heinrich, on s'est déjà croisé donc en introduction, directrice de BMW Motorrad. Alors, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que certains d'entre vous ont envie à chaud de réagir par rapport aux chiffres qui ont été partagés par Odoxa? Ce n'est pas une obligation, mais si vous avez des choses qui vous interpellent, je vous en prie, Gifka Park. Je peux? Bien sûr, avec plaisir. Je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée parce que on est, en tant que député, on est au contact de la population régulièrement. Donc, il y a beaucoup de chiffres ici qui ne sont pas une surprise. En revanche, le chiffre surprise, c'est qu'ils ne trouvent pas leur trajet désagréable. La proportion de la population qui ne trouve pas leur trajet désagréable. Et personnellement, sur mon territoire, donc, qui est sur l'est du Val d'Oise, donc qui est drainé par la ligne D, et seulement la ligne D, je peux vous dire que je pense que les chiffres ne seraient pas les mêmes. C'est le problème des moyennes, même si on regarde déjà par territoire. Et c'est un peu ce qu'on voulait faire dans la démarche par rapport à l'étude nationale qu'on avait présentée l'année dernière. Essayer de voir en termes d'aspérité ce qu'on pouvait voir sur les territoires. Mais en termes de granularité, on peut descendre. Paul, vous vouliez réagir? Je réagirai tout à l'heure dans la discussion dessus. Très bien. Oui, juste, je voulais connaître à quel moment l'étude avait été prise aussi, parce que je pense que le contexte joue beaucoup. Soit c'est une question de saison, donc effectivement c'est très agréable prendre son vélo quand il fait beau, donc on n'a pas la même perception aussi, et puis se dire que la crise sanitaire a fait qu'il y avait nettement moins aussi d'usagers des transports en commun, ce qui rend les trajets des transports en commun un tout petit peu plus agréables aussi, donc il y a peut-être une histoire de contexte à Septembre, c'est du 20 septembre au 11 octobre. Donc c'est très beau. Ouais, mais c'est quand même l'automne. Et globalement, moi, j'ai déjà fait des études de ce type sur les mobilités, et on est sur des tendances habituelles, en fait. Mais je rejoins ce que disait Madame la députée et ce que tu disais, Benoît. Nous sommes sur une moyenne. Et donc, forcément, moi, j'habite en banlieue. Je me régale dans mes transports parce que jusqu'à présent, je suis scooterisé ou vélo électriquisé, et je peux m'amuser en transport. Quand j'étais automobiliste, c'était plus compliqué. Et ça dépend des territoires. Mais la moyenne, elle est majoritairement positive. Le souci en région parisienne, c'est la part de gens qui vivent mal cette mobilité. C'est trop important. Même si c'est minoritaire, c'est beaucoup trop important par rapport aux autres grandes régions. Alors, tu as cité un mot magique dans ta présentation. Tu as dit, sur le principe, ça passe bien, mais il y a un sujet politique. On va donc démarrer avec vous, Madame la députée, d'autant que vous avez merci d'être présent avec nous ce matin, parce qu'on sait que vous avez un agenda assez hectique et que vous allez devoir d'ailleurs nous quitter assez rapidement et pas pouvoir rester avec nous jusqu'à la fin du panel, malheureusement. Donc je vais démarrer avec vous, si vous voulez bien. Entre le principe et le politique et des lois pour accompagner ces transitions, comment le législateur aujourd'hui peut véritablement accompagner cette mobilité responsable? Comment vous pouvez faire les choses? Vaste question. C'est une vaste question. Il nous faudrait toute la journée pour y répondre, voire plusieurs mois, plusieurs années, parce que j'ai été rapporteure sur la loi d'orientation des mobilités qui a posé des bases. C'est la première loi sur les mobilités qui a été faite depuis 20 ans. On n'a pas repensé la manière dont on se déplace dans notre pays. Je dis dans notre pays parce que là, on est très focalisé sur Paris et sa région parisienne, puisqu'on y est, mais on n'a pas les mêmes mobilités partout. Et ça, c'est important de l'intégrer dans la réflexion qu'on peut avoir au quotidien sur ce sujet. Cette loi d'orientation des mobilités, elle a pris comme principe de base, c'est qu'il fallait arrêter le tout TGV, puisque ça a été une belle avancée dans notre pays de pouvoir drainer tout le territoire, de pouvoir faire un Paris-Bordeaux, un Paris-Marseille assez rapidement, mais on a mis de côté les mobilités du quotidien, ce qui fait que nos concitoyens se déplacent chaque jour pour aller travailler, pour aller faire leurs courses, pour les loisirs. Et
l'avoir mis de côté, ça veut dire qu'on n'a pas assez investi, qu'on n'a pas assez innové, qu'on n'a pas pensé les mobilités de demain. Et pourtant, elles sont là. Et elles sont là et on le voit à Paris avec tout ce qui existe, la cohabitation entre, comme vous le disiez tout à l'heure, les vélos, les trottinettes, les voitures, les bus, les trains, enfin les trains un peu moins, mais elle devient très difficile parce que tout est arrivé un peu rapidement sans vraiment penser la manière dont on allait organiser tout ça. Donc cette loi d'orientation des mobilités, elle a permis de fixer des caps et de fixer des règles sur l'utilisation des trottinettes, sur l'utilisation des vélos. Le chiffre tout à l'heure de les gens qui utilisent un peu plus leur vélo, c'est pas une coïncidence, c'est qu'il y a des politiques publiques qui ont été mises en place justement pour accompagner les territoires et la mise en place de ce fameux plan vélo qui permet d'un côté de multiplier et d'aménager des pistes cyclables, parce que c'est un peu le bazar, et ça on le voit un peu partout, donc d'aménager des pistes cyclables, et surtout de leur assurer une continuité. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a mis des tronçons de pistes cyclables à un endroit, puis d'un coup, il n'y a plus rien. Et là, c'est un danger réel pour tous les utilisateurs de la route. C'est à la fois le vélo, mais la voiture qui déboule ou le deux roues. Donc c'est un peu... Le législateur, il est là pour fixer des règles, un cap, et puis aussi de mettre les moyens. Là, il faut mettre les moyens. Et cette loi d'orientation des mobilités, elle a été mise en place pour permettre cela, en fait. Et qu'on puisse avancer et pas se projeter à 2-3 ans, mais bien se projeter sur les 10-20 prochaines années à venir, en prenant en considération, notamment avec le plan France 2030 ou le plan de relance, quelles sont les énergies, ça ce sera j'imagine un autre sujet, mais quelles sont les énergies d'aujourd'hui et quelles seront celles de demain ? Je vais insister sur cette notion de territoire dont on a parlé. Donc le législateur peut fixer un cap, fixer des grandes directions, accompagner avec des moyens. Mais la situation d'une métropole ou d'une ville peut être très différente. Il y a peut-être des villes sur lesquelles aujourd'hui c'est plus facile de gérer cette transition. Peut-être que des accélérations ont été plus faciles dans certaines villes que dans d'autres. Est-ce que vous avez une perception de ces facteurs qui font que dans certains cas, ça va plus vite que dans d'autres ? Qu'est-ce qu'il faut dans certaines villes pour que ça aille plus rapidement, que ce soit plus rapidement intégré ? Encore une vaste question. La volonté de changement. Et ça, c'est très important. C'est qu'aujourd'hui, on a des formes de mobilité qui sont en place. Et on voit bien qu'il faut qu'on engrange cette transition écologique, qu'on aille vers des mobilités plus propres, plus durables, plus inclusives, plus tout ce que vous voulez. Il y a tout un tas de panels de mots qui existent. Et vous avez des villes où il y a déjà un existant. Donc pour se transformer, c'est un peu plus compliqué. Vous avez des villes où tout est à construire et où l'offre de mobilité n'était pas si importante que ça. Et comme les Français, tous les territoires sont divers. On ne peut pas imposer la même chose partout. Donc il y a des grandes règles, il y a des lois qui existent d'un point de vue national. Mais nous, ce qu'on a voulu surtout mettre en place, c'est se dire que les mobilités ne seront jamais les mêmes sur tout le territoire. Et qu'il fallait absolument que chaque territoire s'empare de la manière dont il voit, lui, avec ses concitoyens, avec les entreprises présentes sur le territoire, avec les associations, comment on peut organiser ces mobilités. Et donc, c'est de là qu'est né le concept de France Mobilité. Alors, ça peut paraître, encore une fois, très institutionnel, mais le but, c'est de dire qu'on a une entité qui existe et qui est là pour accompagner les territoires dans leur réflexion sur comment est-ce qu'on peut aménager les pistes cyclables, comment est-ce qu'on peut réfléchir à l'aménagement de bornes, au développement des véhicules électriques, au développement des flottes aussi, au renouvellement des flottes. Ils sont là pour les accompagner d'un point de vue opérationnel, parce qu'il faut le dire, il est parfois compliqué de mettre en place un projet, de lancer des appels d'offres, et puis d'un point de vue aussi de l'innovation. C'est-à-dire de les aider à réfléchir et de les accompagner dans cette démarche. Et encore une fois, comme aucun des territoires n'est le même, il y a les grandes métropoles, il y a les zones rurales, il y a les zones périurbaines. Moi qui suis en grande couronne, on n'a pas les mêmes problématiques que ceux qui sont au sein de Paris avec les vélos, les métros. Non, le transport en grande couronne, il est soit de là-haut vers Paris, vers le centre, mais tout ce qui est transversal n'existe quasiment pas. Et il est là le souci, c'est que les gens ont besoin d'aller partout. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent leur voiture.
Et donc l'objectif, c'est de dire qu'à un moment donné, on va essayer de réfléchir, et vous avez utilisé le mot qui est le plus juste aujourd'hui, c'est que c'est une collectivité ne peut pas faire tout ça toute seule. L'État ne pourra pas faire ça tout seul. Il faut que la démarche, elle soit collective. Collective, mais accompagnée. Je vais prendre un cas concret d'application qui, selon nous, risque d'être matière à débat dans les mois qui viennent. Les zones à faible émission, les fameuses ZFE, dont on commence à parler. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner les territoires dans la mise en place efficace de cette nouvelle mesure? On commence à lire que cette mesure risque de fracturer la France entre des gens qui peuvent se permettre des véhicules électrifiés et peut-être des populations un peu plus rurales qu'on exclurait de facto du centre des villes. Est-ce qu'il n'y a pas une gronde sociale qui risque d'arriver avec ce type de cadre ou de mesure? Je ne sais pas, moi j'en ai plein des grondes sociales depuis quelques temps. Le changement fait peur. On a tous envie de changement, mais quand il arrive, on n'en veut pas. Voilà, et ça, on le sait, je pense qu'au sein de toute entreprise, dès qu'on essaie de partir sur un projet de transformation, de réorganisation, et on en fait beaucoup dans les entreprises, on a toujours des gens qui sont averses au changement et qui n'en veulent pas. Ou alors, au contraire, et j'ai cru comprendre, par exemple, typiquement sur le véhicule électrique, on m'a donné quelques données en me disant que 57% des gens ne se voient pas conduire une voiture électrique dans les prochaines années. Et pourtant, 80% des gens sont favorables à la transition écologique et voudraient qu'on puisse avancer vers la neutralité carbone, etc. Et vous voyez bien le paradoxe. C'est qu'on peut être averse au changement, on veut que ça change, mais pas complètement, et pas comme ça. Et donc, le but, c'est d'accompagner, de faire beaucoup de pédagogie, d'essayer d'accompagner aussi les ménages vers cette transition écologique, notamment avec l'aide, la prime à la conversion, tous ces aspects qui permettent de dire, voilà, demain ne sera pas comme aujourd'hui. Et ça, il faut qu'on l'intègre tous. Et je pense que cette crise sanitaire a permis aussi de voir un peu les choses différemment. Et sur cette idée de ZFE, on en est zone à faible émission, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 48 000 morts chaque année de la pollution. Alors, ce n'est pas que de la pollution des véhicules, il y a tout un tas d'aspects. Et on a trop longtemps construit des villes qui devenaient des villes dortoirs, parce que tout était fait en périphérie. Et l'objectif même de ça, c'est de dire que le centre-ville doit reprendre sa place. Doit reprendre sa place avec de la vie, pouvoir marcher avec ses enfants tranquillement en vélo, en poussette, sans se dire je vais me faire écraser ou me faire entrer dedans par une trottinette ou un vélo. C'est comment on arrive tous à vivre en harmonie dans des villes, dans des centres-villes un peu moins pollués. Et ça aussi, c'est important. Et puis, c'est surtout de dire à chaque ville, regardez votre ville, regardez comment ça se passe au sein de votre ville et de quelle manière vous pourrez aménager ce genre de dispositif. Parce que l'imposer... c'est bien, mais il faut pouvoir, encore une fois, l'accompagner et dire que chaque ville est singulière et qu'on ne pourra pas partout le faire de la même manière. Alors, je voyais des sourires sur les visages des autres intervenants autour de certains mots, donc je pense qu'on va pouvoir réagir. Merci beaucoup. Sentez-vous libre de pouvoir donc nous quitter en fonction de votre agenda. On en est bien conscient. Changement, le mot est tout trouvé pour vous passer la balle, Elsa. Ashoka et peut-être pas une association très connue du public. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelles sont les missions d'Ashoka? Parce que vous nous parlez de changement systémique. Qu'est-ce que c'est le changement systémique et quelles sont les missions d'Ashoka? J'ai plein de réponses à vous formuler. Je ne sais pas si mon cerveau va capter l'ordre des questions ce matin. Déjà, vous dire que j'étais ravie d'être là. Parce que ce qui se passe là, c'est presque du Ashoka sans le savoir, c'est-à-dire la pluridisciplinarité, mettre toutes les parties prenantes autour d'une table, une table fictive, on va dire, pour essayer d'appréhender un sujet. Ashoka, c'est une organisation internationale qui existe depuis 40 ans maintenant. Donc c'est une vieille dame, presque, et qui vise en fait à identifier, accompagner les acteurs de changement. C'est pour ça que je souriais quand Madame la députée expliquait l'aversion que certains peuvent avoir au changement. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer derrière. C'est surtout pour ça que ça cristallise une forme de peur. Donc il faut de l'audace et il faut surtout, à un moment donné, se focaliser sur trois grandes choses que sont l'humilité, la coopération et la nuance pour appréhender les sujets qui sont extrêmement complexes et que jusqu'à présent, la mobilité en fait partie, nous avons appréhendé de manière silotée.
Et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec des pistes cyclables qui s'arrêtent d'un coup, parce que c'est une partie prenante qui a simplement géré ça et qui n'a pas pris en compte l'intégralité des usagers. Et donc j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, en expliquant que les usagers, effectivement, c'était fondamental de prendre en considération leurs besoins pour être non pas avant-gardistes, mais en tout cas au plus près. Et d'ailleurs, on est presque déjà en retard quand on étudie les besoins aujourd'hui des usagers. Pour revenir à Ashoka, donc, ce que nous faisons, c'est que nous identifions ces acteurs de changement qu'on appelle aujourd'hui des entrepreneurs sociaux, qui visent justement à appréhender une problématique de manière holistique. Donc c'est ça aussi qu'on appelle le changement systémique, c'est-à-dire que c'est pas simplement regarder une problématique sociétale, un enjeu de société, en réparant les symptômes, en s'attaquant aux symptômes. Les entrepreneurs sociaux que nous accompagnons chez Ashoka regardent les causes racines des problématiques. Exemple tout à fait concret, quand on voit la façon dont les fonds philanthropiques sont fléchés aujourd'hui pour les entrepreneurs sociaux, ils sont majoritairement pour des entrepreneurs sociaux qui s'attaquent aux symptômes, livraison de repas, soins, etc. Ashoka va faire en sorte qu'on puisse aussi accompagner et aider des entrepreneurs qui vont faire en sorte qu'il y ait moins de bénéficiaires, justement, en bout de course, de repas ou de moins de précarité, etc. Donc c'est 93 pays, 3500 entrepreneurs dans le monde, parmi lesquels Jimmy Wales, qui a fondé Wikipédia, Mohamed Younous, qui a été prix Nobel en 2007 pour la Grameen Bank, qui était fellow Ashoka dans les années 90, donc il avait déjà été repéré à ce moment-là par Bill Drayton, notre fondateur. Et en France, pour vous donner un ordre d'idée, nous avons Marie-Tré Lucan, qui est à l'origine du service civique en France, c'est devenu une vraie politique publique, c'est pour ça que ces entrepreneurs sociaux-là sont à regarder de façon très importante, parce qu'en fait, ils sont la R&D de la politique publique, véritablement. Et ils peuvent expérimenter leurs organisations grâce à la philanthropie, parce qu'aujourd'hui, les politiques publiques ne flèchent pas suffisamment d'argent vers ces entrepreneurs sociaux. Et si on parle spécifiquement de mobilité, puisque c'est un peu le sujet de la matinée, en quoi pour vous la mobilité, c'est un sujet pour des entrepreneurs sociaux, en quoi c'est un sujet sociétal? Parce qu'on parle de mobilité responsable, donc on parle beaucoup de CO2, mais si on veut voir cette réalité multifacette autour de la mobilité, en quoi c'est un enjeu social ou sociétal? Pourquoi on se déplace, en fait? La question, c'est ça. À quel besoin ça répond de se déplacer? Ça ne répond pas qu'au fait d'aller travailler. D'ailleurs, on l'a vu au prisme du Covid, on est quand même resté chez soi, on n'a pas beaucoup bougé. En revanche, quand vous avez besoin d'aller dans un hôpital, par exemple, vous soigner, quand vous avez besoin de vous divertir, quand vous avez besoin de faire vos courses, de vous alimenter. Donc ça répond à des besoins fondamentaux aujourd'hui, la mobilité. Et quand je parlais tout à l'heure de compréhension des enjeux de manière holistique, c'est exactement ça. C'est se dire... Quelle mobilité aujourd'hui je peux mettre en place pour que ce soit une mobilité choisie et pas une mobilité subie? Quand on va dans les territoires, parfois il faut faire 50, 60, 80 km pour aller dans un hôpital. Donc il y a un moment donné où il faut aussi appréhender ces enjeux-là de façon systémique. Et l'autre chose, c'est de se dire que c'est un créateur de liens sociaux aussi, la mobilité. Pas simplement quand on fait du covoiturage, parce que ça c'est l'image d'Épinal qu'on a en tête, mais c'est à partir du moment où on sort de chez soi, on est déjà en confrontation avec d'autres êtres humains. Et quand on est aujourd'hui dans une situation où on parle de vivre ensemble, cette expression me terrifie parce qu'en fait, on vit déjà ensemble. Ce qui est pertinent, c'est surtout de faire ensemble. Ça, on le fait beaucoup moins. Et justement, la mobilité permet d'aller vers d'autres pour faire ensemble de plus en plus. Après, ce qui manque, pardon, juste petite référence, il manque toujours, quand on met en place des politiques publiques ou en tout cas qu'on accompagne des entrepreneurs sociaux, il manque, vous savez, le dernier kilomètre, ce moment où vraiment l'expérimentation, elle va se concrétiser. Et je pense que c'est véritablement là-dessus qu'il faut jouer. Je lisais, en préparant cette table ronde, tous les travaux qui ont été faits par Carlos Moreno. Je pense que vous avez, sur la ville du quart d'heure, sur faire en sorte justement qu'on soit dans cette ville où on est à un quart d'heure pour se soigner, un quart d'heure pour se divertir, un quart d'heure pour créer des choses. Sauf que pour redonner aussi de la vie à ces centres et qui ne soient pas que simplement des centres de travail, il faut qu'il y ait des acteurs qui soient intégrés là-dedans, et ce sont typiquement les entrepreneurs sociaux qui peuvent donner vie en fait à ces villes pour qu'elles redeviennent aussi avec une mobilité beaucoup plus choisie par les habitants. Est-ce que vous auriez, alors vous avez parlé de Carlos Moreno, est-ce que vous auriez des exemples concrets d'entrepreneurs sociaux travaillant sur de la mobilité, peut-être à l'étranger, qui pourrait nous inspirer sur les bonnes pratiques, à dire oui, j'ai vu ça au Brésil, c'était formidable. Alors, ce ne sera pas au Brésil. Je vais aller dans un pays J'ai dit le Brésil comme ça. Ça pourrait. Non, je vais aller. Je vais vous emmener au Danemark.
Au Danemark, nous avons ce qu'on appelle un fellow Ashoka, donc un entrepreneur social qu'on soutient depuis quelques années et qui d'ailleurs vient de se déployer en France à Lyon. Donc peut-être pour le prochain tour, vous aurez la chance de rencontrer À vélo sans âge. C'est une façon de percevoir la mobilité comme un véritable créateur de liens sociaux. Donc il est avec des triporteurs et il va dans les maisons de retraite et il va sortir les résidents des maisons de retraite pour les emmener dans les centres-villes et les faire participer à l'activité sociale du poumon économique qu'est une ville. Et c'est ça qui est assez fabuleux parce que vous savez que d'ordinaire c'est plutôt le coiffeur qui vient dans la maison de retraite et finalement le résident ne sort jamais et entre résidents, et c'est aussi ce qui est assez pernicieux pour le lien social. On a pu le voir aussi, on a pu le voir lors du Covid, où vous avez vu que quand justement les résidents d'EHPAD typiquement n'étaient pas visités ou n'avaient plus ce lien-là, il y avait une dégradation aussi de la santé mentale. Donc c'est aussi ça que ça vient réparer aussi cette mobilité. Et donc figurez-vous que Ole Casso, donc qui est ce fameux entrepreneur social, a des liens très étroits. Il existe depuis à peu près 2005 en fait, donc il s'est vraiment expandu dans près de 50 pays aujourd'hui. Et il crée donc des joint venture sociales, si je puis dire, avec des entreprises qui décident de le soutenir justement parce que la problématique qui va se poser, c'est les accompagnants aussi, les aidants qui vont devenir, aujourd'hui on parle de 12 millions d'aidants en France, donc ça va aller crescendo avec la population vieillissante. Et c'est important que les entreprises se saisissent de ce sujet-là aussi et jouent justement sur cet écosystème avec des acteurs comme ceux-là qui vont se permettre de s'occuper des aidants. Par exemple, je ne sais pas quelle est votre problématique familiale, mais un jour vous y serez peut-être confrontés et peut-être que ce sera intéressant que justement À vélo sans âge soit près de vous pour s'occuper donc de vos parents ou autres et de les emmener en balade comme ça au sein des villes. Madame la députée, vous vouliez réagir? Oui, je suis encore là, donc je vais en profiter. Merci beaucoup parce que c'est très intéressant ce que vous dites et on revient sur l'aspect, la mobilité géographique de nos concitoyens est essentielle pour permettre aussi la mobilité sociale. Et moi, je le vois au quotidien. Je suis députée sur la zone de Roissy. Et dans le département du Val-d'Oise, seulement 7% des Val-d'Oisiens travaillent sur la plateforme. Et pourquoi ils ne travaillent pas sur cette plateforme? Parce qu'ils n'ont pas la mobilité adéquate pour y aller. C'est-à-dire que parfois, ce sont des travails... il faut y aller la nuit, il faut pouvoir y aller tôt le matin. Et donc, c'est très compliqué. Ils n'arrivent pas à pouvoir les postes qui existent sur cette plateforme parce que la mobilité tout court, chez eux, est restreinte. Et donc, c'est en ça aussi qu'il est important de penser aussi les choses différemment parce que la mobilité sociale, elle passe par cette mobilité géographique-là. C'est essentiel et il ne faut pas l'oublier. Et vous avez absolument raison, c'est l'histoire du changement en réalité, parce que comme la mobilité n'a été que vue au prisme du travail jusqu'à présent, et pas qu'est-ce que ça apporte en plus, encore une fois des visions très silotées, il y a effectivement tout un récit aussi à construire autour de la mobilité choisie, durable et responsable. Alors, je voyais sourire Paul également quand on parlait de ces sujets, parce qu'on n'était pas loin finalement de la ville apaisée, qui est un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Alors, vous apportez du coup un prisme un peu différent, puisque vous êtes l'urbaniste, en fait. Concrètement, aujourd'hui, quand on réfléchit à la manière dont on peut intégrer la mobilité au cœur de la ville, j'ai envie de dire presque en dur, déjà, c'est quoi une ville apaisée et en quoi la mobilité peut jouer un rôle dans cet apaisement de la ville? Oui, d'abord, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, c'est une excellente initiative de croiser un peu les points de vue sur ces questions de mobilité et de territoire, en tout cas pour ma part. La ville apaisée, alors quand je vais parler de ville, je vais parler de métropole, parce qu'aujourd'hui, la ville, c'est la grande région métropolitaine. Il se trouve que je travaille pour l'Institut Paris Région, qui est l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de l'Île-de-France. Donc, on travaille à l'échelle d'une métropole de 12 millions d'habitants sur 12 000 km². Donc, elle est grande. Elle a des territoires ruraux, des territoires périurbains, des territoires urbains, centraux. Et donc, si on veut parler de ville apaisée, je crois d'abord c'est une ville mixte, parce qu'on a, depuis les années 60, redessiné la ville autour de la voiture. On a pensé en fait que c'était le mode qui allait devenir dominant donc dès les années 60, et on a dessiné une ville qui n'est plus marchable.
C'est-à-dire que les distances sont très grandes, on a séparé les différentes fonctions, on va au centre commercial qui est à quelques kilomètres de chez soi pour faire ses courses, on va travailler aussi assez loin, on va se recréer, on va en loisir assez loin. On a créé des routes et non pas des rues, on a créé des grandes infrastructures autoroutières pour relier tous les territoires. Et aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc, on a vraiment besoin de redessiner, recompacter la ville, recréer des centres, recréer une marchabilité. C'est-à-dire que, pour moi, la première infrastructure en ville, dans une métropole, c'est le trottoir. C'est qu'on puisse aller à l'école accompagner, par exemple, ses enfants à pied. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Le deuxième point, pour moi, c'est une ville apaisée, c'est une ville qui marche bien dans tous les sens du terme, donc dans le sens de sa marchabilité. On a vu, il y a un baromètre qui a été un baromètre de la marchabilité des territoires qui vient d'être diffusé par l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie. Et la note, elle est quand même moins élevée que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est 9,2 sur 20. C'est le score en fait de la marchabilité des territoires ressentis par les Français. Donc c'est quand même, on a quand même beaucoup de progrès, je crois, à faire là-dessus. Mais elle marche bien aussi parce que chaque mode ayant sa place, on optimise l'espace. C'est-à-dire que la voiture, elle prend beaucoup de place. Elle utilise aussi beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources. Et donc, il faut la garder pour les endroits où on ne peut pas faire autrement. Et essayer graduellement, de façon incrémentale, on dit dans notre jargon, arriver à avoir des déplacements qui consomment moins d'espace et qui consomment moins d'énergie. Et donc, travailler vraiment en mettant l'humain au centre de toutes les politiques, c'est vraiment, et l'humain, en termes de mobilité, c'est le piéton. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. On est dans un système piéton, c'est-à-dire un système pédestre, on pourrait dire, dans la mesure où les transports en commun et la marche à pied, ça marche ensemble. Moi, j'ai l'habitude de dire que quelqu'un qui prend les transports en commun, c'est un piéton qui fait une pause. Donc, on est dans un système, et ce système, il est quand même très efficace. On a des villes comme Hong Kong, par exemple, où 90% des déplacements se font sur ce système. Nous, on est moindre. Et puis, troisième point, je crois qu'une ville apaisée, c'est une ville désirable, c'est une ville attractive. Et on a vu, aujourd'hui, on a des phénomènes de fuite des grandes métropoles. On a des habitants, des ménages, des familles qui quittent non seulement le cœur des métropoles, mais même les régions métropolitaines dans leur ensemble, pour aller dans des plus petites villes. Et je crois que, bien sûr, il y a des questions de coût, de logement, de qualité du logement, mais il y a aussi la question du stress, du bruit, de la pollution de l'air, qui sont quand même un des facteurs qui font que les gens ont envie de partir. Alors, si je vous comprends bien, si aujourd'hui je devais construire une ville de zéro, je pars sur un territoire vierge et j'essaye de construire la ville idéale, je ne la construis pas du tout de la même manière que l'héritage historique qu'on avait mis en lumière avec Français et Mobilité, où justement Paris, par exemple, enfin voilà, c'est Haussmann qui a structuré Paris d'une certaine manière. On ne peut pas tout casser et tout refaire. Est-ce qu'on a des exemples de villes, là encore je ne vais pas reparler du Brésil, hein, mais est-ce qu'il y a un exemple de ville apaisée qui vous semble intéressant peut-être à l'étranger en termes de construction qui également pourrait nous inspirer ? Effectivement, il faut qu'on parte de la ville qui existe, et donc de ces territoires, ces archipels urbains qui existent, et il faut les rendre un peu plus durables et avec des mobilités plus écologiques. Donc ça c'est effectivement un point de départ. Après, on voit en fait qu'en Europe, pour prendre juste l'exemple de l'Europe, on a beaucoup de villes qui ont diminué fortement la part de l'automobile. C'est un phénomène qu'on voit partout en Europe, vraiment, aussi bien en Scandinavie qu'en Italie, qu'en Espagne, qu'en Allemagne, qu'en Grande-Bretagne, et bien sûr aussi en France. Donc des exemples, j'en ai beaucoup, de villes qui ont accompagné ce mouvement, voire accéléré ce mouvement. En fait, on ne se rend pas compte tout de suite qu'une ville est apaisée. On sort de la gare, on arrive dans cette ville, il y a moins de voitures, il y a beaucoup plus de piétons, plus de vélos, et ça change aussi le niveau sonore en fait, des villes.
vous allez à Lausanne, vous allez à Copenhague, on parlait du Danemark, vous allez même à Londres. Londres a à peu près 2 fois moins de circulation automobile. Comment Londres arrive à ce niveau-là? Ce n'est pas seulement le péage urbain de l'hypercentre de Londres. Londres a 2 zones à faible émission qui effectivement limite, elle a une zone à très faible émission qui correspond à peu près à la 86 en Ile-de-France, et elle a une zone à faible émission déjà depuis longtemps qui correspond grosso modo à l'aire qui est délimitée par la 104, la francilienne ici. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est bien sûr les politiques de stationnement qui sont draconiennes à Londres. À Londres, en fait, on ne peut pas utiliser sa voiture parce que ça coûte tellement cher que voilà. Et pourtant alors que les transports en commun sont aussi chers, il n'y a pas de révolution sociale. Donc je crois qu'on peut y arriver, mais c'est parce qu'il y a aussi l'aspect de désirabilité qui est là pour accompagner. C'est-à-dire qu'à Londres, on a vraiment, et on le voit, mais je pourrais prendre d'autres exemples encore plus pertinents comme Stockholm ou d'autres, on a des espaces piétons qui sont généreux. On a des espaces mixtes, piétons, voitures, où les choses se mélangent, transports en commun, qui sont agréables. On a, par exemple, on n'a pas de potelet. On ne risque pas de se faire mal en butant sur un potelet, parce que finalement, les règles sont admises par tous et on ne va pas se garer sur un espace public. Ce n'est pas possible. Je veux bien. Alors, malheureusement, le temps file. Je voudrais vraiment donner la parole à Nathanaël également, parce que vous aviez commencé à aborder le sujet des émissions. Alors, je le disais en introduction, quand on nous parle de mobilité responsable, on a tendance à dire qu'on ne parle que de CO2, mais je ne veux pas non plus m'affranchir quand même du sujet. Donc, concrètement, comment vous réagissez peut-être à ce que vous avez pu voir jusqu'à présent? Et puis, comment vous abordez spécifiquement chez BMW Group ce sujet de l'impact carbone? C'est quoi votre vision? Alors déjà, une première chose, j'entends, et je rejoins tout à fait monsieur, puisque vous parlez de mobilité qui se mélange, vous parlez de multimodalité. J'entends aussi un mot-clé, Madame la députée, c'est la volonté. Et clairement, la volonté, c'est quelque chose de concret, tout comme le changement. Voilà, si je pouvais retenir 3 mots en introduction de ce que je souhaiterais apporter. On est sur du concret, au-delà des mots. En tant qu'une fois de plus que constructeurs et de fournisseurs de mobilité, ce sont sur des faits, sur des chiffres que nous nous engageons, des chiffres vérifiables. Et c'est véritablement sur l'intégralité, comme je le disais en introduction, l'intégralité du cycle de vie des produits et pas uniquement de l'usage que nous nous engageons, puisque vous le disiez en introduction également, on est tous d'accord sur la vision, on est tous d'accord de où on va aller. Et maintenant, comment concrètement on l'implémente? Tout le monde est d'accord sur la vision. Eh bien, là-dessus, très clairement, nous nous engageons sur une baisse de 40% des émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie de nos produits à horizon 2030. 50% seront déjà acquis juste sur l'usage du véhicule, mais derrière, on travaille également sur la production, baisser les émissions de CO2 également à ce niveau-là. Puis, deuxième point, c'est le sujet de circularité. Alors, ce n'est pas un sujet qui est nouveau chez BMW, puisque c'est quelque chose dont on a déjà beaucoup parlé dans les années 2010 avec le lancement de la BMW i3 qui basait déjà son approche sur ce concept-là. Vous avez à l'entrée de cet espace une vision, un concept car qui s'appelle la BMW Vision e-Circular. Et là, concrètement, on est sur un véhicule qui a pour ambition d'être fait de 100% de matériaux recyclés et d'être lui-même 100% recyclable. Donc de présenter une recyclabilité, j'allais dire, parfaite. Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes à 30% de produits recyclés dans les véhicules que nous commercialisons à ce jour. Nous serons à 50% en 2030 et à horizon 2040, nous ambitionnons d'être à 100%. Donc ça veut aussi dire qu'une marque premium comme BMW et que le premium, demain, sera fait de tout sauf de matières premières 100% nouvelles, au contraire. Et puis une troisième chose, c'est aussi l'aspect des ressources, l'aspect humain, l'aspect de responsabilité. Il s'agit aussi de savoir où on va chercher les matières premières, dans quelles conditions. Et très clairement là-dessus, nous sommes également très regardants, aussi bien sur les process, sur les méthodologies d'extraction, sur le respect des droits humains. Je vais vous donner un exemple. On a signé un partenariat avec une société qui s'appelle Northvolt. Mais la particularité de ce contrat, c'est que c'est BMW Group qui reste en lien direct sur la fourniture des matières premières que sont le lithium, que sont le cobalt. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier. Alors ça a évidemment un intérêt pour le groupe d'être en
prise directe sur l'approvisionnement, mais aussi de s'assurer que cet approvisionnement est fait dans les règles de l'art et comme nous souhaitons le faire. Donc voilà, c'est vraiment un point de vue, j'allais dire, holistique. C'est un point de vue aussi responsable. Il s'agit à la fois de repenser la façon dont on conçoit les véhicules, non plus de ne plus mélanger les matières premières, mais bien de les juxtaposer pour permettre ensuite de les recycler plus facilement, et demain d'avoir sur une nouvelle voiture un circuit électrique, par exemple, qui vient d'une voiture d'il y a quelques années. Il s'agit de réutiliser également ces matières-là, de réduire les matières premières, le CO2. Bref, voilà, c'est quelque chose que nous souhaitons vertueux, mais une fois de plus, de l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage de ces mêmes matières premières. Ok, donc d'où la logique du réimagine et du réimagine tour. Voilà, et du circulaire. Bon, mais si je vous prends un peu au mot, au-delà de ces logiques circulaires, carbone, etc., on a vu qu'il y avait plusieurs facettes dans cette mobilité responsable. Est-ce que vous travaillez avec Ashoka, par exemple ? Oui, alors on travaille avec Ashoka, on est dans le cadre de la fondation BMW, très heureux de supporter cette initiative. D'autres initiatives également, je pourrais citer Make Sense. On est effectivement impliqué. Fellow Ashoka, Make Sense. Qui plus est. Et on est, voilà, donc on est effectivement dans la circularité, là aussi. Mais c'est très important parce qu'en fait, on ne peut pas se tenir, et de toute façon ici aujourd'hui, devant vous, devant experts, devant vous, Madame la députée également, il ne s'agit plus de mots, quoi. C'est soit on participe, on est avec une volonté, avec du concret, et on s'implique, j'allais dire sociétalement, et nous considérons que, au-delà de fabriquer des autos, des scooters, des vélos, des trottinettes, on est aussi là pour prendre part au débat et pour y associer les points de vue qui parfois peuvent paraître aussi parfois divergents, mais qui se complètent et qui font qu'à la fin, on arrivera aux solutions qui concrètement seront applicables, puisque c'est ça le sujet, c'est que ce soit applicable.